En 79 après Jésus-Christ, dans le sud de l'Italie, le Vésuve entre en éruption. Au cours de cet événement cataclysmique, une ville romaine est totalement détruite et se retrouve ensevelie sous plusieurs mètres de roches et de cendres volcaniques. Aujourd'hui, Pompéi est l'un des sites archéologiques les plus importants au monde. Une fenêtre unique sur une civilisation disparue depuis longtemps, dont les vestiges les plus poignants sont les corps des habitants, surpris par les coulées et figés pour l'éternité dans les derniers instants de leur vie. Cet événement est inscrit dans la mémoire collective moderne. La mort de la ville, les corps, les ruines, le dernier jour de Pompéi. Pour faire revivre la ville, il est fondamental de comprendre qui étaient ses habitants. Ces gens vivaient là. Ils peuvent nous raconter beaucoup de choses. Aujourd'hui, une équipe de spécialistes venus du monde entier va plonger dans leur intimité. S'appuyant sur les techniques scientifiques les plus modernes, elle tentera de découvrir des éléments nouveaux et de dissiper certains mythes. Ça vous étonne autant que moi? Absolument. Les chercheurs exhumeront des réserves et des laboratoires, des objets qui n'avaient jamais été montrés. Le voilà, le gladiateur. Autorisés à pénétrer sur le chantier de restauration le plus ambitieux jamais entrepris, ils nous ouvriront les portes de maisons fermées depuis des décennies. Une inscription retrouvée ici nous indique que l'endroit était réservé à l'élite. Grâce à la technologie de télédétection par laser, le LIDAR, une équipe d'architectes a pu réaliser des modélisations numériques remarquables de certains des bâtiments. Elle a également créé le plan en 3D le plus précis de Pompéi qui existe à ce jour. Cette modélisation révèle pour la première fois le quotidien de la population d'une ville romaine. Nous savions depuis longtemps comment les habitants de la ville sont morts. Aujourd'hui, nous avons une occasion unique de découvrir comment ils ont vécu. Pompéi a existé. Elle a une histoire. Des gens peuplaient la ville, ils y vivaient. Il ne tient qu'à nous de connaître leur quotidien aussi bien que nous connaissons leur fin tragique. Pompéi, dans le sud de l'Italie. Le site attire chaque année des millions de visiteurs, mais également de nombreux chercheurs venus eux aussi du monde entier. Aujourd'hui, une équipe internationale comprenant entre autres des archéologues et des architectes a entrepris de découvrir de nouveaux secrets sur les victimes d'un cataclysme vieux de plus de 2000 ans. Pour la première fois, les moulages en plâtre de plusieurs corps seront exposés sous une pyramide en bois, construite pour l'occasion dans l'amphithéâtre de la ville. Grâce aux nouvelles technologies d'imagerie, une équipe d'archéo-anthropologues dirigée par Estelle Lézer va pouvoir étudier les victimes enfermées dans leur gangue de plâtre. C'est l'aventure. On ne sait absolument pas ce qu'on va trouver et c'est passionnant. Tandis que les archéologues Kevin Dykes et Jean-Pierre Brun étudieront de nouveaux secteurs de Pompéi au niveau du sol et depuis les airs, les historiens Mary Baird et Andrew Wallace Adrill nous feront découvrir pour la première fois des objets entreposés dans les réserves du site et des bâtiments en cours de restauration. Ce n'était pas un plat de riche. Tout le monde en mangeait. Mais avant tout, comment la ville et ses habitants ont-ils fini pétrifiés pour l'éternité? Le volcanologue Dougal Jerram a enquêté sur les causes de la destruction de Pompéi. Aujourd'hui, des fumées s'échappent toujours du cratère du Vésuve, le volcan le plus actif et le plus dangereux du continent européen.
Le voilà le coupable qui, en 79 après Jésus-Christ, en l'espace de 24 heures, a changé le visage de la volcanologie et de l'archéologie. À midi, ce 24 août 79, le Vésuve entre en éruption. Mais les habitants de la région ne se rendent pas tout de suite compte du danger. Premier signe, une très fine couche de poussière et de cendres retombe sur la ville. Très peu de temps après, la situation change. Une éruption cataclysmique se produit. Une colonne de matière s'élève à près de 29 000 mètres dans le ciel, formant un nuage en forme de champignon. Les habitants n'avaient jamais vu une chose pareille. Ça a été la panique. Le panache ne cesse de s'étendre, occultant la lumière du soleil. Pompéi est plongée dans l'obscurité. Pendant près de 18 heures, une pluie de ponces et de cendres s'abat sur la ville, la recouvrant peu à peu. À ce stade, il est encore possible de fuir, et bon nombre des 12 000 habitants quittent la ville, terrorisés par ce spectacle. Mais 18 heures après le début de l'éruption, il est trop tard. L'immense panache s'effondre, donnant naissance à des écoulements de matière chauffée à blanc qui dévalent vers Pompéi. Ces écoulements sont un mélange incandescent de roches, de cendres, de poussière et d'air brûlant qui tournoient, se mélangent et descendent en cascade le long des flancs du volcan. Ils atteignent une température de 200, 300, voire 500 degrés. Appelées coulées pyroclastiques, ces avalanches de matière volcanique sèment la mort sur leur passage. Sur le site archéologique, la chronologie des événements est encore bien visible. La première couche est constituée d'un dépôt de ponce blanche, c'est-à-dire les fragments magmatiques qui alimentaient le volcan à l'époque. Ils ont été projetés en l'air par la colonne éruptive et sont retombés sur les habitants. Ici, le dépôt est nettement différent. On distingue de très nombreuses strates qui s'empilent les unes sur les autres. C'est ce qu'on appelle une stratification entrecroisée, et ça indique qu'elle a été mise en place par un courant turbulent. Ça correspond à la couche laissée par une coulée pyroclastique. Ça a fait office de ciment naturel, recouvrant les tuiles des toits et les corps. Quand l'éruption prend fin, tout ce qui se trouve dans un rayon de 15 km du Vésuve est mort et totalement détruit. Pompéi a disparu sous 15 mètres de ponces et de cendres qui se sont rapidement solidifiés. Au bout d'une cinquantaine d'années, la ville ainsi rayée de la carte tombe dans l'oubli, jusqu'à sa redécouverte au XVIIIe siècle. Et lorsque les fouilles approfondies commencent en 1860, les archéologues constatent quelque chose d'incroyable. Kevin Dykes parcourt un groupe de maisons récemment mises au jour, en quête d'un vestige caractéristique de Pompéi. La cendre s'est solidifiée en une couche dure comme de la pierre, mais au cœur de laquelle on trouve parfois de grands vides. Ici, on ne voit pas le fond de ce trou. Ça doit faire plusieurs mètres de long. C'était probablement une poutre, mais le bois s'est décomposé depuis longtemps. Quand un archéologue découvre un vide comme celui-ci, il lui suffit de le remplir de plâtre, puis de déblayer la couche durcie de cendre pour obtenir un moulage de ce qui existait avant. Toutes les matières organiques se sont désagrégées. Les poutres en bois, les portes et bien sûr les cadavres des animaux et des habitants. Ce sont ces moulages en plâtre qui ont rendu Pompéi célèbre dans le monde entier.
surtout ceux des habitants figés à jamais dans leurs derniers instants, tués par la coulée pyroclastique et enterrés sous des tonnes de cendres. Au fil du temps, leur corps s'est décomposé, mais leur forme imprimée en creux a permis aux premiers archéologues du site, comme l'italien Giuseppe Fiorelli, d'effectuer ces reproductions saisissantes. Les photographies des premières fouilles sont conservées aux archives de Pompéi. Ces corps qui témoignent des ultimes instants de la vie de ces gens sont un souvenir macabre de la dernière journée de Pompéi, du chaos et de la panique qui se sont emparés de la ville. Ces photos fournissent des indices précieux sur la méthode de fabrication des moulages, longtemps resté un mystère. Fiorelli n'a pas fabriqué ces moulages avec toute la rigueur scientifique qu'on attendrait aujourd'hui. Il y a peu de documents sur sa méthode. Mais ces moulages étaient destinés à être exposés à Pompéi, à être montrés aux visiteurs venus frissonner au spectacle de la mort d'une cité. La curiosité morbide des premiers touristes a donné naissance à de nombreux mythes au sujet des moulages. Qui étaient ces gens? Quels étaient leurs liens et que faisaient-ils quand ils sont morts? On a longtemps supposé qu'ils ne s'étaient pas enfuis parce qu'ils étaient trop jeunes, trop âgés ou infirmes. Aujourd'hui, il est presque impossible de faire le tri entre fiction et réalité. On a bien sûr envie de reconstituer l'histoire de ces gens, mais pouvoir examiner ces moulages au scanner et voir ce qu'il y a à l'intérieur va fournir des informations nouvelles. Ça va nous apporter un éclairage nouveau et nous permettre de comprendre ce qu'ils faisaient dans les derniers instants de leur vie. C'est dans ce but que pour la première fois, les moulages vont faire l'objet d'une analyse archéo-anthropologique approfondie. Généralement utilisé pour établir un diagnostic chez des patients vivants, le scanner va révéler ce qui se cache sous le plâtre. Sous la houlette d'Estelle Laser, les scientifiques vont tenter de déterminer qui étaient les victimes de la catastrophe et de mettre ainsi fin aux spéculations. On a attribué certaines caractéristiques, voire un nom, à tous ces individus. Pour moi, c'est un manque de respect, même si ce n'était pas voulu. Attribuer à ces gens une vie et une personnalité qu'ils n'avaient pas, c'est les priver de leur existence encore plus que l'éruption n'a pu le faire. Mon intention est de leur rendre leur vie et d'en apprendre un peu plus sur la façon dont ils ont vécu et dont ils sont morts. Experte en histoire antique, Mary Baird s'est jointe à l'équipe d'Estelle Laser. Pour elle, qui étudie Pompéi depuis plus de 40 ans, le contraste entre l'Antiquité et la technologie moderne est fascinant. C'est très étonnant de voir un Romain mort depuis 2000 ans dans un scanner ultra sophistiqué. Les vues en coupe, prises par la machine, sont assemblées numériquement de manière à recomposer une image à 360 degrés de chaque moulage. Ceux qui ont fait ces moulages ne pouvaient pas imaginer ce qu'on peut faire aujourd'hui. Les premiers à passer au scanner sont ceux de 2 femmes présumées enceintes. Quelle tristesse de penser que des mères et leurs futurs enfants ont ainsi péri au cours de la catastrophe. Mais 2000 ans plus tard,
les scientifiques sauront bientôt si cette conjecture était fondée ou non. L'étude des moulages n'est qu'une partie d'un programme de restauration beaucoup plus vaste. En effet, le site a été abîmé par le temps, les intempéries et les millions de visiteurs qui s'y pressent tous les ans. Baptisé Grand Projet Pompéi, ce programme est doté d'une enveloppe de 150 millions de dollars afin de protéger de toute urgence ces ruines inestimables. Sur tout le site, des équipes de restaurateurs hautement qualifiés réparent, nettoient et rénovent les façades, les colonnades et les sols en mosaïque. On comprend mieux l'étendue des difficultés quand on sait que les fresques murales sont exposées à tous les vents depuis des décennies. La partie inférieure est pleine de salpêtre à cause de l'humidité qui soigne de l'intérieur du mur. L'un des gros problèmes auxquels on est confronté quand on restaure une fresque, c'est de trouver les matériaux adéquats pour consolider les plâtres. Il faut trouver le bon mélange pour nettoyer la fresque sans abîmer les peintures d'origine. Mais cette restauration n'est pas uniquement physique. Des architectes spécialisés, équipés de scanners laser 3D, ont été chargés de créer des modèles numériques extrêmement précis de nombreux bâtiments. Cela permet de découvrir la ville sous une perspective inédite. En naviguant à travers les différents espaces, on comprend comment ils étaient reliés entre eux. Et en voyant les pièces du dessus, on saisit également mieux l'importance et la minutie des décorations. La même technique a été utilisée pour établir la carte de la ville la plus complète jamais réalisée. Pour les archéologues, comme Kevin Daikus, c'est un outil inestimable. Ils peuvent désormais se représenter le fonctionnement de la cité et la vie quotidienne des habitants dans leur environnement. C'est très compliqué de se déplacer physiquement dans des ruines et de comprendre ce qu'on a sous les yeux. Avec cette numérisation, on peut visualiser le site d'une façon complètement nouvelle, en 3 dimensions, et se déplacer avec une facilité qu'on n'a pas sur le terrain. On voit les contours des maisons et l'espace autour d'elles. On voit les décors dans leur contexte. Et on peut faire une chose qu'aucun visiteur ne fera jamais. Survoler tous ces bâtiments et les replacer dans un cadre plus large. Le quartier auquel ils appartiennent, puis la ville elle-même. Les travaux de restauration sur le terrain et les modélisations informatiques ouvrent des perspectives totalement nouvelles. De l'autre côté de la ville, à l'opposé de l'amphithéâtre où les moulages sont étudiés, se trouve la maison de Pacius Proculus. Cette demeure a été fermée pendant des décennies. Aujourd'hui, les restaurateurs nettoient et protègent les magnifiques mosaïques qui couvrent le sol. On a fini de nettoyer et de brosser les mosaïques. L'étape suivante va consister à appliquer un enduit contenant un produit chimique qu'on va laisser agir pendant plusieurs heures. Avant de poser le mélange sur toute la surface, on a recouvert la mosaïque d'un papier japonais. De cette façon, d'une part, le produit pénétrera mieux et d'autre part, ce sera plus facile ensuite de retirer l'enduit.
Grâce à ce projet de restauration colossal, on a pu entrer dans des maisons qui étaient fermées depuis des dizaines d'années et découvrir les fresques et les mosaïques sous un jour complètement nouveau. Pacius Proculus était un homme politique riche et influent. Dans cette luxueuse demeure gardée par un chien féroce, on l'imagine sans peine recevant ses amis haut placés. Je travaille à Pompéi depuis plus de 10 saisons et je n'y étais jamais entré. Je n'ai aucun mal à me mettre à la place d'un visiteur d'autrefois qui pénètre dans cet immense atrium et qui découvre ces murs richement décorés de fresques dans les tons de rouge et de jaune. Et bien sûr, le sol en mosaïque. Le modèle numérique permet d'apprécier pleinement la beauté de ce sol. Après avoir traversé la maison, on arrive dans une cour élégante qui mène à des pièces peintes avec des couleurs vives. La vue aérienne montre que la maison de Pacius Proculus se trouvait dans un quartier chic, en plein centre de la ville. Au laboratoire, les résultats des scanners des 2 premiers moulages sont tombés. On supposait qu'il s'agissait de femmes enceintes. Il n'est pas difficile d'imaginer qu'une femme dans cet état aurait eu du mal à s'enfuir. Les spécialistes espéraient voir pour la première fois les ossements enfermés dans la gangue de plâtre. Un espoir malheureusement déçu. Il n'y a rien du tout. Ça vous étonne autant que moi? Absolument. Je ne m'y attendais pas. Mais alors, que sont devenus les os des squelettes? Les résultats du second moulage permettront peut-être de résoudre ce nouveau mystère. Mais il est presque vide lui aussi. Et les os ont été remplacés par des tiges de fer. On distingue des tiges et des équerres qui ont servi à consolider le moulage, en particulier au niveau des hanches. Je suppose que le plâtre n'était pas assez solide et qu'il a fallu le renforcer, mais on n'en sait rien en fait. Il n'existe pas de document qui explique comment les travaux de restauration ont été menés. Ces découvertes jettent une lumière nouvelle sur la technique de fabrication de ces moulages au XIXe siècle. Estelle Lézer pense que les archéologues, confrontés à la fragilité du plâtre, ont dû trouver une solution pour préserver la forme des corps. Ils ont alors sacrifié les squelettes et les ont remplacés par des renforts en métal. Pour Mary Baird, cela concorde avec les méthodes de réhabilitation du site à l'époque des premières fouilles. Quand on se promène dans Pompéi aujourd'hui, on a l'impression de déambuler au milieu des maisons. D'une certaine façon, c'est vrai. Les maisons sont telles qu'elles étaient. Mais quand on regarde des photos datant des premières fouilles, on voit des maisons détruites par une éruption volcanique. Je suppose que c'est la même chose pour les moulages. Ce sont bien les victimes. Mais pour que nous puissions les voir ainsi, les archéologues ont dû faire un travail plus important qu'on ne l'imagine. Il apparaît clairement que reconstituer l'existence des habitants de Pompéi ne sera pas facile. Au fil du temps, on a associé à chaque moulage une histoire, et toutes ces histoires sont devenues indissociables de celles de la ville. Pourtant, d'après les scanners, rien ne permet d'affirmer que cette femme était enceinte. En dressant un portrait plus précis et fidèle de la ville et de ses habitants, on peut espérer se rapprocher de la vérité. Pompéi était une petite ville de province, construite sur un plan quadrillé, comme le montre la modélisation aérienne.
Cette perspective en 3D met en évidence l'organisation d'une ville provinciale romaine. On voit clairement le tracé du mur de fortification, la division en quartiers à l'intérieur de l'enceinte et les principales artères qui mènent aux portes de la cité. Plus à l'ouest, on trouve le forum, c'est-à-dire le centre politique, économique et religieux de la ville romaine. À l'est s'étend la Grande Palestre, le lieu où les habitants se retrouvaient pour faire du sport. Et juste à côté, l'amphithéâtre, où avaient lieu les combats de gladiateurs. L'amphithéâtre romain de Pompéi est le plus ancien connu à ce jour. C'était le cœur de la ville. Des dizaines de milliers de gens ordinaires s'y rendaient dans l'espoir de voir le sang couler. Notre guide est Andrew Wallace-Adrill, un spécialiste de l'histoire romaine. À l'entrée, il nous montre une inscription à la gloire de l'édifice. Il est écrit ici « Spectacula », un lieu de spectacle, consacré « in perpetuum », c'est-à-dire pour toujours. C'est très risqué d'écrire une chose pareille. Qui peut promettre l'éternité? Eh bien, grâce au Vésuve, l'amphithéâtre est presque devenu éternel, 2000 ans plus tard. L'amphithéâtre pouvait largement accueillir toute la population de la ville. Ce qui signifie sans doute qu'il attirait aussi des spectateurs venus de loin pour les Jeux. Les gladiateurs se battaient entre eux, mais ils étaient aussi opposés à des animaux sauvages. Des loups, par exemple, qui peuplaient les collines voisines. Mais l'image hollywoodienne de gladiateurs affrontant des lions et des tigres serait un peu exagérée pour une petite ville comme Pompéi. Dans l'Antiquité, à la place de ce gravier, il y avait du sable dans l'arène. C'était nécessaire pour absorber le sang des gladiateurs et des animaux. Et tout autour de nous, un haut mur qui assurait la sécurité des spectateurs. Des gladiateurs s'entretuaient, mais il y avait aussi des bêtes sauvages. Gratuits et ouverts à tous, les Jeux étaient organisés par des hommes politiques locaux pour remercier la population. Toutes les classes sociales de la ville venaient y assister. Voici les meilleures places dans l'amphithéâtre. Ici, on était tout près des combattants, pile devant. Sur ces gradins, les notables de la ville avaient leur place réservée. De là où ils étaient, ils avaient une vue exceptionnelle. Mais en même temps, ils faisaient eux-mêmes le spectacle. Ils venaient pour voir et être vus. Si les riches trônaient dans les gradins inférieurs, c'est plus haut qu'on trouvait les vrais Pompéiens. C'étaient eux, les plébéiens qui, accompagnés de leur famille, hurlaient le plus fort quand le sang coulait. On voit le sang qui gicle sur le sable. Imaginez la frénésie de 10 000 personnes en train de suivre les combats. Il n'en manque pas une miette. Brusquement, quelqu'un se lève pour mieux voir et tout le monde l'imite. Toute la foule est surexcitée. Dans une petite ville comme Pompéi, les combats à mort étaient probablement rares, car les gladiateurs bien entraînés coûtaient trop cher pour être sacrifiés. Ici, les jeux ressemblaient plus à des combats de catch modernes, destinés à divertir le public. Il n'en reste pas moins que les gladiateurs menaient une existence dangereuse. Dans une réserve à l'autre bout de la ville, Maciej Henneberg cherche un squelette qui, selon lui, porte les traces d'un passé violent. Ça, ce sont juste des crânes. Et ça, on dirait un squelette complet.
Oui, c'est bien lui. Ce crâne était celui d'un homme. On le sait parce que le point d'insertion du principal muscle du cou est très large. L'examen des os indique que cet homme a souffert. Les os gardent la trace des impacts qu'ils ont subis. Quand quelqu'un se bat de façon répétée avec un glaive ou un javelot, ses os sont remodelés. Leur forme et leur taille montrent qu'il s'agissait d'un champion. Regardez, l'os du bras droit et l'os du gauche du même individu. Ils sont aussi différents qu'ils doivent l'être chez Roger Federer. Mais ces victoires ont coûté cher à cet homme. Ça, c'est une côte du côté droit. On voit les traces de 2 fractures. Une ici sur le côté et une autre là plus à l'avant, peut-être causée par un coup porté par un objet contondant. Le squelette du gladiateur montre que cet homme était une force de la nature. L'hypertrophie de l'os du bras laisse à penser qu'il pouvait asséner des coups violents. Chez la majorité d'entre nous, cet éperon osseux ne se développe jamais. C'est provoqué par la répétition de ce mouvement. On imagine qu'un homme doté d'une telle force était forcément un colosse. Après avoir mesuré ses os, on a constaté qu'il faisait 20 cm de moins que moi. Si on avait été face à face, il me serait arrivé là. À l'époque romaine, les gladiateurs et les jeux faisaient partie intégrante de la vie. Comme pour un match de foot ou de rugby aujourd'hui, on y assistait en famille. Dans un quartier assez éloigné de l'amphithéâtre, les archéologues ont exhumé l'une des familles les plus célèbres de Pompéi. Elle a été découverte en 1974 dans cette cave où elle s'était sans doute réfugiée pensant qu'elle y serait à l'abri. On a supposé qu'il s'agissait du père, de la mère serrant un enfant dans ses bras et d'un autre encore plus jeune. Le moulage de ce dernier rappelle que la nature, quand elle se déchaîne, frappe les petits aussi bien que les grands. Quand on observe son visage, on remarque tout de suite sa petite bouche ronde de bébé. Il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne pas être ému. C'est un moulage vraiment bouleversant. C'est triste de se dire qu'un enfant a péri si jeune dans cette catastrophe. On va avoir beaucoup de mal à déterminer son sexe. Il est trop jeune. L'étude du bassin ne nous aidera pas. Ce sera quasiment impossible. Il faudrait une analyse ADN. En revanche, on pourra établir son âge. Ce que j'aime dans ce moulage, c'est qu'on distingue bien les vêtements qu'il portait. Ça rend sa mort encore plus poignante. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est si cette chose-là était sa ceinture, qui serait remontée. On dirait une boucle. On le saura bientôt. Le corps des victimes retrouvées à Pompéi était parfois tordu, et certains moulages ne rentrent pas dans le scanner. Estelle Lézeur et son équipe se sont donc rendus là où ces moulages sont exposés. Oui, là c'est bien. Le radiologue, le dentiste médico-légal et l'archéo-anthropologue sont des spécialistes expérimentés qui ont fait leurs preuves sur le terrain. Entre autres, lors de l'attentat à Bali en 2002 ou du tsunami en Indonésie en 2004. Comme lors d'une grande catastrophe, on étudie les caractéristiques qui permettent d'identifier chaque individu, de déterminer son sexe et son âge au moment de sa mort. On prend quoi? Le bassin. Grâce à cet appareil de radiologie portable, ils peuvent obtenir des images de parties très précises du moulage. Les os apparaissent en blanc et les tissus mous en gris. Le métal est complètement blanc, les rayons ne le traversent pas. Mais le plâtre pose des problèmes. Il y a quelque chose, mais le plâtre est trop épais pour qu'on voit ce que c'est.
Le gros problème, c'est que l'os et le plâtre ont la même densité. Ça revient à chercher du plâtre dans du plâtre. Quand on ne dispose pas d'un squelette complet, l'un des meilleurs moyens pour établir l'âge d'une victime est d'examiner ses dents. Les étapes du développement dentaire sont pratiquement immuables au sein des différentes populations dans des zones géographiques données. De ce fait, on obtient des résultats extrêmement précis. Le moulage de chacun des parents renferme très peu d'ossements. Mais les dents sont intactes. Les scientifiques ont établi qu'ils étaient l'un et l'autre probablement plus jeunes qu'on ne l'avait pensé. Une vingtaine d'années à peine. Le moulage de l'enfant que la mère serrait dans ses bras contient aussi des dents. Des dents. Bien qu'elles ne soient pas là où elles devraient être. Voilà la mâchoire inférieure de l'enfant. Elle est au niveau de la taille à peu près. Elle a dû glisser jusque dans cette cavité. Les dents ont l'air un peu de travers. Elles sont complètement de travers. Cet enfant n'était pas allé chez l'orthodontiste. C'est certain. C'est une découverte encourageante qui va permettre de déterminer l'âge de l'enfant. On a supposé qu'il avait 5 ou 6 ans. Il a encore ses dents de lait et quelques dents définitives. Il n'a pas encore perdu ses dents de lait. Les résultats du scanner du plus petit des enfants sont encore plus intéressants. Par la magie de la technologie numérique, on découvre pour la première fois ce qui se trouve sous l'enveloppe de plâtre. On voit très bien les os des jambes, les vertèbres et le crâne. En analysant le développement des os de la jambe et du pied, Estelle Laser va pouvoir estimer l'âge de l'enfant. Les métatarsiens commencent à s'ossifier vers 3 ans. Les os du pied ne se forment pas avant l'âge de 3 ans? On a des os du pied non formés? Oui. Et voilà la couronne. La couronne d'une future Molaire. Une molaire pas encore sortie. Ça, ce sont les dents de lait et ça, les dents définitives en formation. Donc, il avait dans les 3 ans. C'est ça. À première vue, cette information peut sembler insignifiante. Mais elle nous permet d'affirmer que cet enfant avait l'âge d'entrer au jardin d'enfants. Tout de suite, on a l'impression d'en savoir un peu plus sur lui. Et ce n'est pas tout. À présent, on peut identifier le renflement au niveau de sa poitrine. C'est une broche? Une fibule? On dirait une sorte d'attache. Je suis ravie. Vu de l'extérieur, ça ressemblait à une boucle et c'est exactement ça. On peut supposer que tout est remonté. Tout ce qui se trouvait au niveau de la taille de l'enfant a été poussé vers le haut. Exactement. Il y a une question que je me pose depuis toujours. Est-ce qu'il faisait partie de la même famille que les supposés parents et l'autre enfant? J'espère vraiment que oui. Sinon, il était seul. C'est vrai, on n'a pas envie de penser qu'il était tout seul. On veut croire qu'il était avec ses parents. Peu à peu, les moulages de Pompéi prennent vie. On peut imaginer les personnes auxquelles ils correspondent vaquant à leurs occupations quotidiennes jusqu'au moment de l'éruption. Cet instantané de leur existence est rendu encore plus réel grâce au modèle en 3D des maisons et des édifices de Pompéi. Une des propriétés les plus remarquables du site se trouve dans la partie sud-est de la ville. Kevin Dicus a étudié la vue aérienne de cette villa romaine urbaine. C'est un domaine exceptionnel, situé le long d'une des artères les plus passantes, pas très loin de la porte de la ville et juste au sud de l'amphithéâtre.
La villa s'étend sur plus de 8000 mètres carrés, compte de nombreux bâtiments de 2 étages, ainsi qu'un grand jardin, une piscine et un vignoble. Spontanément, on se dit qu'elle appartenait à un riche propriétaire privé. Mais pour Kevin Dicus, c'est sa situation qui indique sa véritable fonction. C'est idéalement situé pour attirer à la fois les Pompéiens de tous les horizons, mais aussi les gens venus en ville pour y mener des affaires ou peut-être pour assister au combat de gladiateurs qui se déroulait dans l'amphithéâtre tout proche. C'était une des entreprises les plus prospères de la ville, une sorte de spa et de centre de détente réservé aux riches. Le domaine est fermé pour d'importants travaux de restauration. Mais la modélisation en 3D va nous permettre de remonter dans le temps et de comprendre qui fréquentait cet endroit il y a 2000 ans. Shelley Hales est spécialiste de l'architecture romaine. On a une idée de la clientèle visée par le propriétaire parce qu'une inscription retrouvée ici nous indique que l'endroit était réservé à l'élite. Ses clients privilégiés traversaient d'abord l'atrium, aux proportions harmonieuses, avant d'accéder au complexe thermal proprement dit. Ce dernier était construit selon le plan traditionnel des thermes romains, où les bains se succèdent du plus froid au plus chaud. Derrière ce mur, on aperçoit encore le foyer qui était alimenté par des esclaves et servait à chauffer l'eau. Les clients se voyaient-ils proposer des extras? On l'ignore. Mais on connaît l'identité du propriétaire grâce à une inscription peinte sur la façade. Une petite annonce qui détaillait les biens à louer et qui indique son nom. Ce qui est fascinant, ce n'est pas tant le fait que la personne qui dirigeait cet établissement thermal avait manifestement la bosse du commerce. C'est que c'était une femme. Elle s'appelait Julia Félix, Julia la Bienheureuse. Comme les femmes à l'époque, elle n'avait pas le droit de voter ni d'entrer dans la partie des thermes réservée aux hommes. En revanche, elle pouvait mener ses affaires comme elle l'entendait. Bienheureuse, en effet. Il est rare de trouver des traces d'une femme d'affaires prospère dans une société dominée et dirigée par les hommes. On l'imagine sans peine accueillir en personne ses clients les plus fortunés. Mais Shelley Hales nous apprend autre chose. Cette femme avisée savait que pour gagner beaucoup d'argent, elle devait aussi s'adresser à un public populaire. Elle avait prévu une échoppe de nourriture à emporter qui donnait sur la rue principale. C'était le genre d'endroit qu'on trouvait partout dans Pompéi, dans les grandes artères. Les passants y achetaient des boissons et des plats qu'ils emportaient. Julia avait également pensé à ceux qui avaient plus de temps et d'argent. Dans l'auberge adjacente, on pouvait s'installer dans le triclinium pour manger tranquillement ou grignoter sur le pouce si on était pressé. Il y en avait pour tous les goûts et toutes les bourses. Cela prouve l'intelligence de cette femme, qui a su satisfaire les envies de tous les membres de la société pompéienne, quelle que soit leur fortune et leurs conditions sociales. Paradoxalement, le Vésuve qui a détruit la ville a aussi préservé ses ruines. Ainsi, il n'est pas nécessaire de s'interroger sur le type de plat que Julia servait à ses clients, puisque certains aliments ont été conservés sous la couche de cendres. Luigi, bonsoir. Ça va? Mary, vous allez bien? Oui, merci. Nous voici dans les coulisses de Pompéi. Les réserves où sont entreposées les trouvailles archéologiques trop fragiles pour être exposées. Oh, wow! Mary Baird a la chance de pouvoir examiner les restes de nourriture.
Il y a des grenades, des amandes, des olives, et là, des fruits à coque magnifiques. Mais lesquels? Des noix, je crois. Ces vestiges permettent de se représenter la façon dont vivaient les gens ordinaires juste avant l'éruption. Des figues. Ce n'était pas un plat de riche. Tout le monde en mangeait. Une carapace de tortue. Quelqu'un a dû se régaler avec ça. Luigi, qu'avez-vous d'autre? Montrez-moi tout, c'est la caverne d'Ali Baba ici. Allez-y. Ce bac est rempli d'intestins de poissons pourris et saumurés vieux de 2000 ans. L'ingrédient principal d'un condiment romain bien connu, appelé garum. Toujours fabriqué localement, il a un goût, disons, particulier. Oh non. En voilà. On le fabrique encore pas très loin d'ici. Je le sens d'ici. C'est absolument immonde. Je réessaie pour montrer que je suis courageuse. Ouf! Il faut savoir que les Romains en mettaient d'énormes quantités dans tout ce qu'ils mangeaient. Cette miche de pain a été retrouvée dans un four. Le boulanger avait même laissé dessus l'empreinte de son pouce en guise de poinçon. C'est l'empreinte d'un pouce? Oui, une empreinte. Pour Mary Baird, ce pain nous rapproche des habitants de Pompéi. Ce sont ces petites choses qui montrent la rupture dans le quotidien, dans le présent, provoquée par la catastrophe. C'est une miche de pain ordinaire, mais personne n'a jamais pu la manger. C'est absolument fabuleux de pouvoir voir tout ça. On ne trouve pas ce genre de vestiges du monde romain ailleurs qu'à Pompéi. Il n'y a pas que les objets qui nous renseignent sur la vie quotidienne des Pompéiens. Le grand projet Pompéi a permis l'ouverture de nouveaux bâtiments dont l'histoire peut se lire dans les fresques. Fermé depuis des années, l'un d'eux se dresse en retrait de la rue principale et fait l'objet d'importants travaux de restauration. On pourrait croire qu'il s'agit d'une magnifique demeure privée. Mais sa splendeur cache en fait une fonction beaucoup plus prosaïque. Grâce aux installations dans le jardin, l'archéologue Jean-Pierre Brun a compris que cette maison était en fait une blanchisserie. C'est ce qu'on appelait la Foulonica. Ce n'était pas seulement un endroit où les Romains aisés faisaient nettoyer leurs toges, c'était principalement un atelier où la laine vierge était apprêtée. Nous sommes ici dans la partie principale où se tenait l'activité du foulon. Vous pouvez voir un ensemble de 3 bassins qui servaient au rinçage des vêtements. Ici, la laine était mise à tremper dans un mélange d'argile, de soufre, de soude et d'urine humaine fermentée. Les employés n'étaient jamais à court de ce dernier ingrédient. On disposait en effet des pots à l'extérieur pour que les passants puissent se soulager. Le climat méditerranéen faisait le reste. Une chose est sûre, on devait pouvoir repérer la blanchisserie à l'odeur. Et la fermentation de l'urine produisait un produit chimique qui permettait de dégraisser les vêtements. Pour cela, les esclaves devaient fouler les étoffes pieds nus. Ce n'est donc pas étonnant que ce travail ait été confié aux plus jeunes. On y mettait généralement de jeunes esclaves parce que justement c'était un travail qui demandait peu de qualification mais beaucoup de force physique. C'était un travail très dur. C'est dans la partie sud de la ville, loin de cet atelier nauséabond, qu'on a retrouvé plusieurs demeures appartenant à quelques-uns des hommes les plus riches et les plus puissants de la ville. L'une des plus impressionnantes compte 60 pièces et s'étend sur une superficie de près de 3000 m². Baptisée la maison de Championnet, du nom du général français qui avait fait fouiller ce site à la fin du XVIIIe siècle, elle n'est qu'à un jet de pierre du centre-ville.
Depuis l'arrière de la maison, on jouit d'une vue absolument imprenable sur la baie de Naples. Mais le plus intéressant est ce qui se cache dans les sous-sols. Grâce à l'animation en 3D, nous allons pouvoir découvrir une partie de l'habitation romaine qu'on a rarement l'occasion de voir. Les cellules où logeaient les esclaves, les membres les moins visibles et les moins connus de la société dans l'Antiquité. Cette partie de la maison est très sombre. La lumière vient uniquement des petites ouvertures au niveau du plafond. Elle était réservée aux services et aux domestiques. On y voit la cuisine et une enfilade de réduits pour les esclaves. D'après les estimations, le propriétaire en possédait une cinquantaine qui s'occupaient aussi bien de la cuisine et du ménage que du jardinage et des travaux dans la maison. Considérés comme des outils, ils étaient silencieux, anonymes et presque invisibles. Ici, on n'est pas dans une belle salle à manger décorée de fresques. On ne reçoit pas ses amis à dîner. C'est une petite pièce aux murs simplement blanchis et qui plus est très mal éclairée. Une fois la porte fermée, la seule source de lumière vient du trou percé là-haut dans le plafond. Ce n'est pas difficile d'imaginer que c'était là que les esclaves dormaient et travaillaient. L'esclavage était une institution dans la société romaine. Les hommes, les femmes et les enfants asservis accomplissaient les tâches que personne ne voulait faire. Leur voix s'est rarement fait entendre et leur maître n'en parlait que pour s'en plaindre. Cela explique que leur version de l'histoire ne soit pas connue. La modélisation nous offre un aperçu unique de leur vie à Pompéi, dans ce labyrinthe de pièces en sous-sol. Comme les esclaves, les pauvres sont une des catégories de la population les plus difficiles à identifier. Un des moulages exposés sur le site a pourtant été baptisé le mendiant. On a supposé que la masse informe au niveau de sa main était la bourse dans laquelle il mettait les aumônes qu'on lui donnait. Sur son pied droit, on reconnaît la forme d'une sandale, peut-être le cadeau d'un bienfaiteur. Si cet homme était bien un mendiant, quelle était sa vie à Pompéi avant l'éruption? Cette peinture exceptionnelle qui ornait une maison montre une matrone respectable, accompagnée de son esclave, qui fait l'aumône à un vieil homme. On voit un vieil homme avec un bâton et à ses pieds un joli petit chien. Il demande probablement à cette dame de quoi se payer son prochain repas. Cette scène soulève une question intéressante sur la vie des classes les plus défavorisées à Pompéi. Valait-il mieux être un esclave privé de droits, mais logé et nourri, ou un homme libre, mais sans le sou? Pour Andrew Alassadril, à une époque où l'aide sociale n'existait pas, la liberté se payait cher. Ce n'est pas la fin du monde d'être esclave. Et puis, il y a toujours la possibilité d'être affranchi. Les esclaves vivent avec l'espoir d'obtenir leur liberté et de devenir des citoyens à part entière. De son côté, le mendiant est tout en bas dans l'échelle sociale. Ne pas avoir d'argent est bien pire que de ne pas avoir de liberté. Tiens-le bien parallèle. C'est bon? J'y vais. La radiographie du fameux mendiant
a permis d'éclaircir certains points. On pensait que la masse autour de la main gauche était une bourse qui contenait l'argent qu'on lui donnait. Il n'y a pas de pièces dedans. Non. C'est seulement un peu de plâtre qui a débordé et c'est à l'origine du mythe sur l'identité de cet homme. On sait à présent qui il n'était pas. L'analyse de la sandale permettra-t-elle de déterminer qui il était? Sur les radios, les détails sont beaucoup plus nets. C'est absolument incroyable. On voit que c'était un modèle très élégant. Oui, voilà la lanière. Oui, D'après le compte-rendu, elle tient bien le pied. elle a l'air très chic. Adieu la théorie du généreux bienfaiteur. Cet individu avait les moyens de s'offrir de belles chaussures. Les premiers résultats remettent clairement en cause la thèse du mendiant. Mais que dit l'examen des os? Voilà les os du pied et là, la partie basse du tibia. Les radios révèlent un détail anatomique qui contredit ce qu'on pensait jusqu'à présent. On distingue le cartilage de conjugaison sur l'os du talon. Qu'est-ce que c'est? C'est la partie qui se trouve ici, la zone cartilagineuse à la jonction entre le corps et l'extrémité de l'os. Partie qui va se souder. Quand l'os aura terminé sa croissance, le cartilage se soudera. C'est une découverte majeure qui nous oblige à réécrire l'histoire de cet homme. Ça remet complètement en cause l'image que je me faisais de ce soi-disant mendiant. Ce n'est pas du tout un vieil homme voûté, mais un individu nettement plus jeune, probablement chaussé de ses propres sandales. L'image du vieillard s'estompe et une fois de plus, nous sommes confrontés à une victime apparemment jeune et en bonne santé. C'est un tableau beaucoup plus clair et fidèle de Pompéi qui se dessine peu à peu. Dans cette petite ville provinciale prospère, une bonne partie de la population était jeune, active et plutôt aisée. Mais dans ce cas, comment expliquer qu'elle n'ait pas fui la cité au moment de l'éruption ? C'est au sud de la ville qu'on trouve un indice de l'origine de la prospérité de Pompéi. Ces blocs percés d'un trou servaient vraisemblablement à amarrer les bateaux, parce que la Méditerranée arrivait jusqu'à ce mur. Au fil des siècles et des mouvements géologiques, le paysage s'est transformé et aujourd'hui, la mer est à près de 4 km du site. Mais avant l'éruption, Pompéi était une ville portuaire florissante, une véritable plaque tournante du commerce maritime. D'après les vestiges archéologiques, on sait que de nombreux produits étaient importés de tout le pourtour méditerranéen. Des poteries, des biens de consommation, des articles de luxe. L'exportation aussi était essentielle pour l'économie de la ville, qui vendait son vin et son huile. La vie à Pompéi était indissociable de la Méditerranée. Aujourd'hui, dans le laboratoire d'archéologie du site, on peut voir des objets qui témoignent de ce lien étroit avec la mer. C'est un morceau de filet fabriqué par un pêcheur de Pompéi. On voit bien la délicatesse et la finesse des mailles. Encore des tiroirs. Ces conques ont d'abord servi de repas à un Pompéien avant d'être recyclés en instruments à vent utilisés dans les théâtres pour annoncer le début du spectacle. On est censé souffler dedans. Je vais essayer. J'ai triché. Pas moyen de sortir un son de ce machin. En tout cas, ça illustre bien le fait que les Pompéiens recyclaient toutes sortes de choses qu'ils tiraient de la mer.
Le vin était l'un des principaux produits d'exportation de Pompéi. Spécialiste des techniques et économies de la Méditerranée antique, l'archéologue Jean-Pierre Brun a exploré un secteur situé au sud de la ville. Nous nous trouvons ici dans une zone un peu éloignée du centre de la ville de Pompéi, qui a été dégagée en 1813-1814. On pensait, à cause de la proximité de l'amphithéâtre, que l'on se trouvait soit dans un camp d'entraînement pour les gladiateurs, soit peut-être même dans un cimetière pour les gladiateurs. En réalité, une équipe américaine, entre 1968 et 1970, a pu prouver, en nettoyant le sol, qu'il s'agissait en fait d'un champ de vigne. L'emplacement était particulièrement bien choisi, car nous nous trouvons à côté de l'amphithéâtre et le propriétaire pouvait vendre son vin à des consommateurs. La modélisation aérienne montre que les vignobles replantés sur le site original s'étendaient sur plusieurs hectares. Dans les années 1970, les spécialistes s'étaient inspirés de la technique du moulage des corps des victimes pour prendre des empreintes des anciens pieds de vigne. Ainsi, ils avaient pu identifier précisément le cépage rouge cultivé là 2000 ans plus tôt. Le vin de Pompéi était réputé, d'après l'auteur Pline l'Ancien. Il était à son apogée après 10 ans de garde, mais il pouvait provoquer une gueule de bois terrible qui durait jusqu'au lendemain midi. Les experts modernes se demandent depuis des années quel goût il pouvait bien avoir. Ces amphores pourraient fournir un élément de réponse. Leur forme facilitait leur empilement pour le transport par bateau. Elles sont faites d'une argile locale et elles étaient poreuses. Et donc, il fallait les enduire à l'intérieur de pois, c'est-à-dire une espèce de goudron. Et cette poix finissait par donner un goût un peu étrange au vin, qui me paraîtrait à nous étrange, un goût assez fumé, mais auquel ils étaient habitués. Et finalement, qui ne nous paraîtrait pas plus étrange que de boire un whisky tourbé aujourd'hui. À Pompéi, les chercheurs n'ont pas retrouvé uniquement des goûts et des odeurs perdus depuis longtemps. À condition de savoir où chercher, on peut aussi entendre les habitants s'exprimer, par le biais de graffitis un peu partout dans la ville. Aujourd'hui, les graffitis sont associés à la pauvreté et à la délinquance. C'est une dégradation. Mais dans l'Antiquité, où tout le monde n'avait pas forcément de quoi écrire, le graffiti était une forme de communication et d'expression importante. Katie Huntley est à l'écoute des voix disparues de Pompéi. Voilà un exemple d'un tag antique. Un certain Faustus a écrit son nom. Et là, on lit Aurelius. Les Pompéiens utilisaient les graffitis, comme nous, les réseaux sociaux. Ça ressemble à un petit mot d'amour. Je crois que ça dit « Mété, esclave de Serminia, M. Crestus, esclave d'Atalia ». À la lecture de ces mots, on imagine ces quelques instants où l'esclave transi d'amour a laissé cette trace de lui pour l'éternité. Katie Huntley a aussi découvert quelques inscriptions gravées par le groupe le plus méconnu de Pompéi, les enfants. Les archéologues ont trouvé très peu de jouets ou de vêtements d'enfants sur le site. Mais ce bonhomme n'a pu être dessiné que par l'un d'eux. Quelle que soit l'époque et le pays, les enfants dessinent de la même façon, parce que c'est lié à leur développement cognitif. Ils mettent l'accent sur ce qui est important pour eux, et c'est pour ça que la tête est aussi grosse. Ils aiment aussi dessiner des choses qui rayonnent vers l'extérieur.
Les graffitis de ce genre sont omniprésents dans la cité. On sait qu'ils sont anciens, car les premiers archéologues en avaient recensé de nombreux exemples. Pour Katie Huntley, les endroits où ils ont été découverts fournissent une information précieuse sur la vie des enfants à Pompéi. Plus de la moitié des graffitis gravés par des enfants à Pompéi se trouvent dans des espaces publics. C'est la preuve qu'ils avaient des activités extérieures et n'étaient pas consignés dans les maisons. Il n'y a pas qu'en public que les Pompéiens expriment leurs opinions et leurs sentiments. À la nuit tombée, Katie Huntley se dirige vers un quartier malfamé de la ville. Ce lupanar était une des maisons de prostitution de Pompéi. Comme dans tous les ports, ces établissements étaient nombreux. Mais celui-ci est le seul qui affichait aussi clairement la couleur. Sur le mur d'une des chambres, Katie Huntley nous montre un graffiti qui décrit sans ambiguïté ce qui s'y passait. Voilà un bon exemple de ce type de graffiti. Le mot futuit, qu'on traduit souvent par « avoir des rapports sexuels avec quelqu'un ». Mais si on veut vraiment rester fidèle à ce qu'a voulu dire la personne qui l'a écrit, c'est baiser. J'ai baisé une telle. Futuit sum hic. J'ai fait ça ici. Cet autre mur peut se lire comme un livre d'or des clients qui expriment leur satisfaction. Les graffitis sont au passé, c'est après l'action. Ça veut peut-être dire qu'ils étaient excités et voulaient laisser un souvenir de leur visite. On peut aussi imaginer que les prostituées les encourageaient à laisser un commentaire pour leur faire de la pub en quelque sorte. Regardez tous ceux qui ont pris du bon temps ici, comme des avis sur Internet. Il semble que la majorité des clients repartaient contents. Mais ces inscriptions cachent une réalité moins plaisante. Quand on regarde bien, on s'aperçoit que les chambres ressemblent beaucoup à des cellules de prison. Pour les esclaves forcés à se prostituer ici, c'était exactement cela. Les graffitis ne révèlent qu'un aspect des choses, car aucune femme n'aurait travaillé ici si elle avait eu le choix. Située sur la côte sud de l'Italie, Pompéi est au carrefour des routes commerciales avec l'Afrique, l'Inde et l'Orient. C'est ce qui explique l'identité prêtée à l'une des victimes de l'éruption. Les archéologues ont toujours pensé qu'il s'agissait d'un visiteur étranger. Il a été découvert il y a plus d'un siècle et on a supposé qu'il était originaire d'Afrique du Nord, d'où son surnom, le Mort. 1, 2, 3. La ville étant un port fluvial, on y croisait peut-être des Africains ou des esclaves d'origine africaine. Cet homme aurait pu être l'un d'eux. Le moulage est trop grand pour être passé au scanner. Il faut effectuer une radio in situ. On fait quoi? Vue latérale du crâne. Cet examen va-t-il permettre d'établir la véritable identité de celui qu'on a baptisé le Mort? Y a-t-il dans ce crâne des indices de son origine ethnique? Malheureusement, non. Toute cette partie a disparu, celle-ci aussi. Il reste un fragment de l'os de l'orbite. Ces caractéristiques correspondent plus à un homme qu'à une femme. Si une grande partie des os manque, les dents, elles, sont parfaitement préservées. Elles sont en excellent état. Les dents de sagesse ne sont pas encore sorties et les autres ne sont ni cariées ni usées, ce qui suggère que l'homme était plutôt jeune. Donc, c'est un jeune homme. Mais rien n'indique qu'il venait d'Afrique du Nord, comme on l'a prétendu. Un autre mythe s'effondre. Mais Estelle Lézeur a remarqué quelque chose. L'examen de la famille, du mendiant et à présent du mort montre qu'ils ont tous un point commun.
Dans tous les cas étudiés jusqu'à présent, les victimes étaient toutes des gens jeunes. On a souvent dit que c'étaient les habitants jeunes et en bonne santé qui avaient réussi à s'enfuir, et que ceux qui étaient restés étaient les femmes enceintes, les grands-mères et les petits-enfants. C'est complètement faux. C'est une découverte surprenante. Si ces individus étaient jeunes et en bonne forme physique, pourquoi ne se sont-ils pas sauvés pendant qu'il était encore temps? Ce nouveau mystère remet en cause la façon dont on a considéré les victimes jusqu'à maintenant. On pensait qu'elles n'avaient pas pu s'enfuir. Mais si elles avaient choisi de rester? En tout cas, une chose est sûre. Pompéi avait beau être une petite ville, sa population était extrêmement variée. Toutes les classes sociales étaient représentées. Des esclaves prostitués aux riches hommes politiques qui utilisaient eux aussi les graffitis pour se faire de la publicité. Voici tout ce qui reste d'un panneau d'affichage qui proclamait « Votez pour Satrius », une inscription que l'on doit à la famille Valens, l'une des plus riches de Pompéi. Tentée par la carrière politique, elle a fait écrire son nom en lettres énormes un peu partout dans la ville. Mais comme partout, les grands mots ne suffisent pas. Et ici, le meilleur moyen de séduire les électeurs était d'organiser un grand spectacle. Les Valens étaient donc les principaux sponsors des combats de gladiateurs locaux. On peut lire en lettres énormes « Pompa ». Il y aura une procession, Venati, et une grande chasse, plus 40 gladiateurs en combat singulier. C'est comme ça qu'on soignait sa popularité. La famille Valens ne se contentait pas de donner des jeux, comme on peut le voir dans un autre quartier de la ville. Les décors somptueux de leur villa urbaine, connue sous le nom de « Maison de Vénus à la coquille », avaient aussi pour fonction d'impressionner leurs concitoyens. C'est là qu'ils donnaient des dîners et des fêtes pour les autres gros bonnets de la ville. Les restaurateurs travaillent actuellement ici, tout comme les peintres 2000 ans avant eux, car ce qui faisait l'orgueil des Valens, c'étaient les fresques qui ornaient les murs. La visite en 3D de la maison montre que tous les murs sont ornés de scènes délicates peintes dans des couleurs vives. Cette maison en dit long sur le goût ostentatoire des Valens, qu'on imagine sans peine recevant leurs amis dans cette cour magnifique. Si on avait la chance d'être invité à ces soirées, on était immanquablement attiré par la fresque remarquable qui se trouvait à l'autre bout du jardin. Vénus, déesse de l'amour, apparaît nue, allongée sur un coquillage entouré de chérubins. Cette scène érotique suscitait certainement des commentaires. Pour Mary Baird, elle est surtout très révélatrice de la personnalité des propriétaires des lieux. C'est un peu trop théâtral. Elle est impressionnante vue de l'autre extrémité du jardin. Mais quand on s'approche, on se rend compte qu'elle est très ordinaire. Franchement, vous imaginez une déesse avec la jambe dans cette position? Ça en dit long sur les Valens eux-mêmes, tout dans l'apparence. Mais peut-être n'avait-il pas choisi Vénus, la déesse romaine de la fertilité, de la beauté et du sexe, uniquement pour son côté Vénus était aussi la protectrice de Pompéi.
À l'époque, seuls quelques notables fortunés ont pu apprécier la décoration de cette demeure. En revanche, le parfum, un des produits que la ville exportait, était à la portée de tous, riches ou pauvres. L'herboriste Erciliana Poe va cueillir les plantes utilisées autrefois dans la fabrication d'une des essences créées ici. Il y a 2000 ans, ce jardin était aménagé comme il l'est aujourd'hui. De la lavande. Le parfumeur en extrayait de l'huile aux propriétés antiseptiques et désinfectantes. L'iris était à la base d'un parfum très délicat, utilisé par les femmes riches parce qu'il était extrêmement coûteux. Elles s'en servaient pour soigner leur peau, car l'iris contient un anti-inflammatoire et rend la peau blanche et douce. Le myrte est une plante considérée comme sacrée. Après la cueillette, on faisait infuser ensemble ces ingrédients tout simples pour créer un parfum porté par de nombreux Pompéiens. Dans l'Antiquité, on ne faisait pas de distinction entre un parfum pour homme ou pour femme, comme c'est le cas aujourd'hui. En revanche, il y avait une différence énorme entre les parfums utilisés dans une classe sociale ou une autre. Les plus riches portaient des fragrances importées d'Orient et dont le prix était plus élevé. Les plus pauvres achetaient des parfums plus rustiques, préparés avec des ingrédients qu'on trouvait dans tous les jardins d'herbes aromatiques de Pompéi. Un mélange, par exemple, composé de roses, de patchouli, de résine de pin et d'encens, mélangé avec un colorant rouge, auquel on ajoute du sel pour faire office de conservateur. On mettait les plantes dans un récipient, on couvrait d'huile et on laissait infuser le tout. On laissait macérer pendant plusieurs jours, parfois 2 semaines. Et ensuite, on pressait le tout pour en extraire les essences. Cette première pression donnait une huile extrêmement parfumée. Magnifique. Sous le climat chaud et humide de Pompéi, les habitants aimaient à se parfumer. Dans l'Antiquité, on était aussi très à cheval sur l'hygiène corporelle. On a retrouvé à travers la ville de nombreux établissements de bains publics, dont le plus luxueux se trouve près du Forum. Les Romains adoraient les bains. Riches ou pauvres, presque tout le monde se rendait régulièrement au terme. Pour tous, c'était l'occasion de se relaxer dans le plus simple appareil. Dans ce lieu où les différences sociales étaient abolies, le jeune marchand de 4 saisons, bronzé et musclé, toisait le riche oisif à la grosse bedaine, tandis que d'autres se moquaient des vieillards voûtés. L'importance du physique ne date pas d'aujourd'hui. La modélisation en 3D a permis de révéler un secret bien caché. Grâce à cette vue aérienne, on se rend compte que la même succession de salles voûtées caractéristiques se répète juste à côté. Il s'agit de la section des femmes, plus petite, car les thermes du Forum étaient uniquement destinés aux hommes. Aujourd'hui, elle fait office de réserve. C'est la première fois que j'entre dans des bains réservés aux femmes. Une chose est sûre, ils sont loin d'être aussi luxueux que ceux des hommes. La superficie et la décoration de ces thermes en dit long sur la place des femmes dans la société pompéienne.
Mais les objets entassés ici révèlent des détails passionnants sur la vie quotidienne dans la cité. Ouf, il est gros. La réserve est accessible uniquement à quelques archéologues. Mary Baird a eu l'autorisation exceptionnelle de s'y promener. C'est le genre d'objet qu'on trouve dans toutes les maisons de Pompéi. Dans les cuisines, les logements des esclaves, les placards. Le col d'une amphore qui contenait du vin ou de l'huile d'olive. Santé. Ça devait être des poids, comme ceux qu'on utilise sur les marchés quand on pèse la marchandise. Je vous en mets combien? Au milieu de ce bric-à-brac d'objets du quotidien, on est soudain frappé par la réalité de la tragédie qui s'est passée dans cette ville. Sur ces étagères s'alignent plus d'une centaine de crânes, sans compter les ossements de victimes anonymes. Quant à ces tas immenses de petits morceaux de pierre, ce sont des vestiges de sol en mosaïque, si répandus à Pompéi. En fait, c'est probablement sous cette forme qu'étaient livrées les mosaïques, avant que les artisans n'assemblent toute cette aisselle en un magnifique tableau. Il y a aussi des mètres de canalisation en plomb, reste de l'immense réseau hydraulique qui parcourait la ville. Il faut préciser que les riches pompéiens se souciaient plus d'avoir de l'eau courante pour leurs fontaines que dans leurs toilettes. Et avec les canalisations, il y a forcément des robinets, comme cela. Les plombiers devaient bien gagner leur vie ici. Les plombiers n'étaient pas les seuls à être débordés. Les peintres et les décorateurs avaient également du travail à foison. La ville se trouvait dans une zone d'activité sismique et était régulièrement secouée par des tremblements de terre. Le plus violent avait d'ailleurs endommagé les thermes et de nombreux bâtiments 17 ans avant la catastrophe. Les dégâts avaient été si importants qu'au moment de l'éruption, une grande partie de la ville était encore en travaux. Aujourd'hui, des pigments utilisés par les décorateurs de l'époque sont soigneusement conservés dans des tiroirs de la réserve archéologique. Ce bleu était très utilisé dans les résidences huppées de Pompéi. Là, c'est du jaune, du rouge. Il y a aussi un rose fabuleux. Il faut savoir que les couleurs renseignaient le visiteur sur l'aisance financière des propriétaires d'une maison parce qu'une bonne partie de ces pigments étaient importés de l'étranger. Ça les rendait d'autant plus recherchés, plus luxueux et bien sûr plus coûteux. En particulier le bleu qu'on retrouve dans beaucoup de maisons, celle de Julia Félix entre autres. Comme les gens essayaient de suivre la mode et d'impressionner leurs hôtes, les décorateurs de Pompéi ne chômaient pas. Plusieurs de ces godets proviennent de la maison des peintres au travail. Elle a été appelée ainsi parce qu'on y a mis au jour des outils, du matériel de décoration et de nombreuses fresques inachevées. Ici, on voit une scène mythologique en cours de réalisation. Tout autour, il y avait des godets de peinture, des compas et tous les outils dont un peintre avait besoin pour un travail de précision. L'état de la fresque indique aussi que les Pompéiens avaient l'habitude des tremblements de terre. Comme vous le voyez, le contour des pieds a été tracé en jaune, de même que le reste de la scène probablement. Mais c'est recouvert en partie par une couche de plâtre. Une explication possible est qu'en entendant un grondement, le peintre se soit dit « ça va encore trembler, je vais protéger avec du plâtre et je finirai après ». En réalité,
Il faudra attendre près de 2000 ans pour que des peintres redécouvrent ces fresques, car en ce mois d'août 79, le tremblement ressenti est le signe précurseur du cataclysme final. La carte en 3D de la ville est terminée, et nous pouvons enfin saisir l'ampleur du désastre. Toutes les rues et les bâtiments que nous voyons, plus tous ceux qui n'ont pas encore été dégagés, seront bientôt engloutis sous un nuage brûlant de cendres et de pierres. Mais il reste un mystère à résoudre. Comment expliquer que 1600 personnes n'aient pas quitté la ville, alors que des milliers d'autres étaient parvenus à s'enfuir? L'examen de 2 derniers moulages permettra-t-il de répondre à cette question? Le couple enlacé est peut-être le plus émouvant du site. Découverts en 1914, les 2 corps semblent s'accrocher désespérément l'un à l'autre. On a supposé qu'il s'agissait de 2 femmes, peut-être une mère et sa fille ou 2 sœurs, ou simplement 2 inconnus s'apportant un peu de réconfort dans leurs derniers instants. Elles étaient ensemble. Est-ce qu'on sait laquelle est la plus jeune? On a pensé que celle-ci était la plus jeune des 2, à cause du développement de son squelette. De plus, sa dentition n'est pas celle d'une personne âgée. Les dents de sagesse ne sont pas sorties. Une fois de plus, ces victimes s'avèrent jeunes et en bonne santé. Mais le plus étonnant concerne une caractéristique de la voûte crânienne, les sutures. Environ 20% des habitants de Pompéi ont un os supplémentaire ici, 35% là et 39% de ce côté. Ce sont des marqueurs génétiques de la population, ce qui nous indique que cette personne était originaire du même environnement. Autrement dit, il y a au moins un groupe d'individus originaires de Pompéi, puisqu'ils partagent le même trait caractéristique dans cette zone géographique. Apparemment, il y a une certaine homogénéité, ce qui est surprenant pour une ville portuaire. Vous dites homogénéité, moi je dis pompéien pur jus. D'accord. Nous savons peut-être à présent pourquoi tant d'habitants ont péri pendant l'éruption. Certes, Pompéi était un port, mais elle était peuplée en grande partie de jeunes gens originaires de la ville. Ces gens fréquentaient les thermes, s'étaient fait construire des maisons somptueuses et assistaient aux jeux. Ce sont eux qui avaient le plus à perdre, et c'est peut-être pour cela qu'ils n'ont pas voulu abandonner leurs entreprises et leurs foyers. Après tout, ils n'avaient nulle part où aller. Et de fait, ils sont toujours là, pétrifiés pour l'éternité, victimes emblématiques d'une catastrophe naturelle qui a figé leur ville dans le temps. C'étaient des gens ordinaires. On ne connaît pas leur nom, on ne sait pas forcément ce qu'ils faisaient dans la vie, mais ils étaient comme nous. C'est ça le plus fascinant. Malgré les 2000 ans qui nous séparent, ce n'est pas difficile de se sentir proche d'eux. Le fait que les moulages contiennent leurs os fait réfléchir. Ça nous rappelle que c'étaient des êtres humains. 2000 ans après sa destruction, Pompéi reste unique, fascinante et émouvante. La ville est un pont entre notre monde et la civilisation de la Rome antique. Ça montre la vie de personnes réelles. Et c'est sans doute le seul site archéologique au monde où l'on ressente ça.